Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des représentations préentraînées dans Keras cette fois-ci. Voilà, voilà. Alors, resitue un peu les choses. Je suis à fond dans le text mining en ce moment. Tout le monde a bien compris, hein. Oui, oui, j'ai fait le cours là. J'ai fini le cours d'ailleurs, ça y est, c'est fini. Mais comme j'ai repréparé le cours et que je regarde à chaque fois qu'est-ce que je peux faire de différent chaque année, qu'est-ce que je peux amener de nouveau, j'ai fait plein de vidéos pour compléter mes séances. Bien. Alors, à force de faire des vidéos pour compléter mes séances, j'ai redécouvert certains outils que je n'avais pas explorés jusque-là ou que j'explorais très rapidement. Voilà. Et j'ai fait des vidéos là-dessus. Sous R, il y avait moi, je travaille plutôt sur TM. Voilà. Alors qu'en réalité, il y a d'autres outils disponibles, TDText, Canteda. Nime, je n'utilise pas du tout, mais je montre aux étudiants en disant, regardez, dans Nime, il y a des choses intéressantes. Et sous Python, généralement, j'utilise principalement NLTK, incontournable, et ensuite j'utilise beaucoup aussi scikit-learn. Très bien. Alors, il y a d'autres outils possibles, justement. Alors, justement, je veux que mes étudiants puissent voir ce genre d'outils-là. Donc, j'ai fait des vidéos sur Gensim, j'en ai fait une série de 3 ici, et je suis dans la série des Keras. Voilà. Donc, Keras, c'est une librairie qui est très connue, hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est une librairie de deep learning, hein. Deep learning with Python, on ne peut pas faire autrement là. Très bien. Et il a un module sur le NLP, Natural Language Processing. Moi, j'appelle ça text mining, mais c'est bien la même chose. Très bien. Alors, j'avais exploré les différents outils qui sont là, et c'est dans ce cadre-là que j'avais fait une première vidéo où je travaille très simplement sur la matrice documentaire, vraiment de manière très basique, mais ça marche encore, hein. Euh, Ne dites pas, matrice documentaire, ça ne marche plus, il ne faut plus l'utiliser. Ah, mais si, ça reste encore une référence. Voilà. Mais il y a d'autres outils, bien sûr, dont le Word Embedding, Topic Modeling, Word Embedding, il y en a d'autres, hein. Voilà. Alors, justement, dans Keras, j'ai essayé d'explorer donc la couche embedding. Voilà, le word embedding, on sait ce que c'est, hein. C'est que on a chaque terme est représenté chaque terme est vectorisé. Voilà, dans un espace de représentation dont la dimension est un hyperparamètre que nous fixons. Très bien. Alors, on peut l'apprendre, voilà, mais on peut aussi récupérer des représentations qui ont été réalisées par d'autres personnes. J'avais fait ça ici, justement, voilà, voilà, avec Gensim. J'utilisais des représentations Word2Vec. Alors, il y a d'autres représentations possibles, hein. Il y en a une typiquement qui est très connue, c'est Glove, hein. Voilà. Je suis allé sur Glove ici. Voilà, Glove, c'est un peu comme Word2Vec, hein, mais c'est notre système, voilà, qui est mis en place par Stanford, voilà, NLP pour Natural Language Processing. Et l'idée, c'est qu'eux, ils ont travaillé sur des très grandes bases de données pour essayer de trouver des coordonnées des termes, de manière à ce que les termes qui sont proches en termes de similarité, voilà, les vecteurs, hein, similarité cosinus, par exemple, des vecteurs, ça veut dire que ces termes-là viennent ensemble, hein. Ils sont voisins dans les documents. Voilà, c'est ça. Alors, sur Glove, là, bon, regardez, hein, c'est très intéressant ce qui est écrit sur Glove. Il y a différentes pré-traînées de vecteurs, hein. Voilà, il y a différentes pré-entraînées, donc représentations. Alors, ils sont là, mais moi, je travaille sur ma machine locale. Je ne peux pas me permettre d'utiliser des représentations à trop forte dimensionnalité. Donc, j'ai récupéré celui-là, tout simplement, Glove 6B, voilà, Wikipédia 2014, GigaWord 5. Voilà. Et pour travailler dans cette vidéo aussi, je vais travailler avec la représentation la plus succincte, c'est-à-dire à 50 dimensions. Mais on pouvait travailler à 100 dimensions, 200, 300. Donc, j'ai récupéré celui-là, Glove 6P. Voilà. Et une fois que j'ai récupéré le zip, là, l'archive, je l'ai désarchivé et je vais me concentrer sur cette représentation. Alors, regardons rapidement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai récupéré, voilà, ça, justement, c'est le zip que j'ai récupéré en ligne, qui est là. D'accord, hein. Une fois que j'ai récupéré ce zip-là, je l'ai dézippé et on a la même liste de termes qui sont représentés dans dimensionnalités différentes, soit un vecteur à 50, soit un vecteur à 100, voilà, soit 200, soit 300. Plus la dimensionnalité est élevée, plus la puissance de représentation est élevée. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais attention danger, voilà, déjà, quand on va mettre en œuvre par la suite des algorithmes de machine learning, moi je vais utiliser un réseau de neurones dans mon exemple ici, attention, il peut y avoir des soucis de surapprentissage. Voilà. Et l'autre élément important également, c'est que plus la dimensionnalité est élevée et plus le temps de calcul va être élevé par la suite. Donc c'est pour ça que moi, parce que j'ai une machine qui n'est pas terrible, j'ai pris cette représentation-là. Alors je vais l'ouvrir dans Notepad++ pour voir ce que ça donne.
regardez ce que ça donne. Ça donne la chose suivante. Vous avez le terme the là, et vous avez ici sa représentation. Donc, il y a 50 valeurs. Je ne les compte pas devant vous, mais il y en a 50 valeurs. Il y a le terme point. Bah oui, le terme point, pourquoi pas, hein. Voilà sa représentation. Le terme off, voilà, virgule, voilà sa représentation. Le terme off, voilà sa représentation. Le terme tout, voilà sa représentation. C'est ça l'idée. Donc, on a une représentation pré-entraînée, voilà, qui a été faite par Glove, et voilà ce que c'est qu'une représentation pré-entraînée. On a chaque terme, et en face de chaque terme, on a une description vectorielle. Voilà l'idée. Et nous, notre idée à nous, c'est d'utiliser cette description-là dans un schéma prédictif. Alors, dans quel schéma prédictif? Très rapidement, je reviens là-dessus, on va travailler sur l'analyse des sentiments dans les tweets. Donc ça, c'est la 3e fois que je le fais là, hein. On est bien d'accord, hein. Je l'ai fait ici, je l'ai fait là, et je vais le faire une 3e fois, hein. Voilà, très bien. Alors qu'ici, j'avais utilisé la base IMDb, hein. C'est pour varier les plaisirs sous Keras, donc je travaille sur l'analyse des sentiments dans les 3 cas ici. Très bien. Donc voilà, vous l'avez là. Et pareil, on pouvait charger des très grandes bases. Moi, je n'ai pris qu'une. Je vais récupérer la base et quand on va faire les traitements, j'en prends qu'une partie, hein. Donc là également, je montrerai rapidement la base. Elle est là cette fois-ci. Et je l'ouvre dans Notepad++ de nouveau. Et regardez, là, vous avez la polarité. Il y a 2 polarités dans cette base-ci, soit négatif, soit positif. Voilà. Et le texte du tweet, il est là. Voilà. Donc le schéma est standard, hein. On va récupérer les tweets, on va les nettoyer et ensuite on va les subdiviser apprentissage test. Sur la partie apprentissage, on va modéliser et on applique sur le test pour vérifier les performances. La seule différence ici, c'est qu'on va exploiter la représentation pré-entraînée qui a été proposée par Glove. C'est ça la vraie nouveauté ici. On va exploiter cet aspect-là. Alors le tutoriel que j'ai utilisé pour me référer, c'est celui-là. Voilà. Alors, je signale, hein, qu'il y en a d'autres possibles, hein. Voilà. Par exemple, avec Berthe. Je ne sais pas. Possible, hein. Voilà. Mais bon, moi, pour l'instant, je m'en tiens à celui-là. Alors, je l'ai regardé en détail. Alors, pourquoi je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un quand même? Parce que, bon, il y a tout un tas de choses. Ils vont très rapidement. Si on connaît, on est à l'aise. Si on ne connaît pas, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette commande de l'amour? Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais refaire la trame en simplifiant au maximum et en explicitant les endroits où je sais que c'est assez compliqué de comprendre exactement ce qui a été fait. Et je ne veux pas ça. C'est ça justement ici. Donc, j'invente rien, hein, je reprends ici, sauf que j'applique déjà sur une autre base. Voilà. Et j'utilise une autre représentation ici. Là, ils sont passés sur la 100 dimensions. Moi, je vais sur la 50. Voilà. Et surtout, je travaille sur ma base que moi, j'ai choisie et non pas leur base sur le newsgroup ici. Très bien. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui se passe enfin? Cette idée d'utiliser une représentation pré-entraînée, je l'ai déjà faite ici. Sauf que quoi? Sauf que dans mon tutoriel qui est là, je récupère la représentation pré-entraînée. Hein, c'est Wikipédia avec, il me semble, voilà que j'avais utilisé. Et elle ne prend pas part dans le processus d'apprentissage. Tout simplement, on la met en amont pour recoder donc, la matrice document features. Voilà. Donc, elle n'entre pas dans le processus d'apprentissage, elle est utilisée simplement ici pour avoir une représentation, une nouvelle représentation des données en matrice document features et non plus matrice documentaire. Donc, on a les termes qui sont là, on a les features associées, la description vectorielle, et du coup, on a une matrice documentaire qu'on transforme en une matrice document features. C'est ce que je fais ici. Dans cette vidéo aussi, c'est différent. Dans cette vidéo aussi, cette représentation des termes-là, on va l'intégrer comme première couche du réseau de neurones. Voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Cette représentation-là qu'on récupère de Glove, on va l'intégrer comme première couche de notre réseau de neurones. Voilà la vraie nouveauté ici. Donc, c'est à peu près les mêmes idées. On utilise une représentation pré-entraînée. Là, j'utilise une moyenne simplement pour avoir une représentation vectorielle. Et donc, j'ai un nouveau matrice de données que je vais utiliser. Alors que là, excusez-moi, voilà, je reprends ça et hop, je l'intègre dans le processus d'apprentissage, comme première couche du réseau de neurones. Voilà la différence ici. Ça, c'est un premier préambule. Deuxième préambule, je me situe toujours dans l'analyse des sentiments. J'ai fait une première vidéo là-dessus, où j'ai travaillé avec la matrice documentaire.
Vous pourrez comparer les performances, hein, puisque j'ai mis exactement les mêmes random stats. Voilà. Et autre élément également, j'ai travaillé de nouveau sur l'analyse des sentiments, mais en travaillant cette fois-ci sur l'embedding, sur la couche embedding, qu'on va réexploiter ici. Dans cette vidéo aussi, la couche embedding, elle est apprise à partir des données. Hein. On a bien une représentation vectorielle de chaque terme, mais elle est apprise à partir des données. Alors que dans cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, là, c'est que cette représentation des termes, elle est récupérée via Glove. Voilà la différence. Donc là également, les performances que je vais obtenir là, vous pourrez les confronter avec ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, dans cette ancienne vidéo aussi, ce qui est intéressant également, c'est que j'ai parlé de la régularisation. Pour éviter de faire un surapprentissage dans les grandes dimensionnalités, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, oula, ça fait du préambule, ça, hein, mais bon, cette fois-ci, on est prêt, on peut y aller. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé mon notebook là, et comme dans la vidéo précédente, je vais aller vite ici, hein, comme dans cette vidéo-ci là, je vais aller vite dans la partie préparation des tweets. Il n'y a rien, il n'y a aucun enjeu là, hein, c'est exactement les mêmes démarches que je fais. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller vite. Là où je vais prendre du temps, c'est quand on va manipuler la représentation préentraînée. Là, oui, là, il y a une nouveauté par rapport à cette vidéo, une vraie nouveauté par rapport à cette vidéo, et donc là, je vais prendre le temps d'expliquer les choses. Allons-y alors. Bon, première étape, du coup, je récupère la matrice, notre donnée d'apprentissage. Hein, voilà, rappelez-vous, hein, c'est ces données-ci. Voilà sa tête. On a ici les polarités, et ce qui nous intéresse, c'est le texte des tweets. Bien, une fois que c'est fait ça, voilà, je calcule la distribution des classes. Il y a 800 000 documents qui ont une polarité négative et 800 000 documents qui ont une polarité positive. Très bien. Ensuite, je récupère que les deux colonnes qui m'intéressent, polarity et tweet, et je récupère que 30 000 observations. Je récupère au hasard. Hein. Random c'est égal à 0, ça vous permet, vous, de reproduire ce que j'ai fait. Pourquoi je prends 30 000 et pas les 1 600 000? Parce que sinon, ma machine, elle ne marche pas. Ça ne va pas le faire. Hein. Très bien, donc c'est juste pour ça. Mais j'aurais pu, si je travaille dans Google Colab, par exemple. Dans Google Colab, je pense que je dois pouvoir lui fourguer là, les 1 600 000 observations. Voilà. Mais bon, moi, je travaille localement ici, donc je ne peux pas prendre le risque de faire des traitements et d'attendre pendant des heures. Alors, donc là, c'est le nettoyage des tweets. Donc ça, je l'ai fait deux fois déjà. Donc, je vais aller rapidement. Hein. Là, je récupère un outil pour manipuler les expressions régulières. Ensuite, je récupère les ponctuations. Je vais faire de la tokenisation parce que je vais donc lématiser chaque terme et je vais virer les stop words. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on a la liste des ponctuations qui vont être enlevées. Là, on a la liste donc des stop words qui seront supprimés. Voilà, je définis une fonction pour nettoyer les tweets. Donc, on enlève les contractions. I would like, ça devient I'd like, donc on va enlever l'apostrophe. Voilà, on enlève les arrobas, quelque chose qui désigne les personnes, les hashtags qui désignent les sujets. On va enlever les liens web. On enlève les ponctuations. On enlève les nombres bruts. Voilà, on passe à la tokenisation pour tokeniser chaque terme. On vire les stop words. Et si le terme a de moins de 3 caractères, on va les virer également. Voilà. Ça peut se poser des questions, ça peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment pertinent tout ça? Hein. Ça, c'est toujours un élément clé. Hein. Moi, je le fais de manière très automatisée ici, hein, mais rien ne dit que c'est la bonne idée. Par exemple, ici, les termes de moins de 3 caractères, est-ce qu'il faut les enlever réellement ou pas? Voilà, ainsi de suite. En tous les cas, une fois que j'ai fait ce pré-traitement-là, je reforme la chaîne de caractères. Donc, je charge la fonction et je l'applique sur mon corpus de tweets, les 30 000. Donc, très bien, voilà, donc il est en train de le faire, là, ça prend un peu de temps, donc imaginez 1 600 000, on attendait longtemps, hein. Voilà. Ensuite, je remets ça dans un data frame, voilà, et je compare avant et après nettoyage. Ça, c'était avant nettoyage, et ça, c'est après. Par exemple, ici, le premier tweet, là, il y a le point d'exclamation qui a été enlevé, le I a été, le I, là, a été enlevé, ainsi de suite. Très bien. Là également, le arrobas Braha, enfin le gars, là, hein, 699, il n'y est plus là. Il n'y est plus. Donc, directement dans Jazz India, le in a été enlevé, ainsi de suite. Très bien. Encore une fois, ce pré-traitement-là, c'est à vous de bien voir est-ce qu'il est adapté par rapport à votre jeu de données. C'est pas, vous n'allez pas me dire, Rico a mis la fonction, donc on va utiliser la fonction de Rico. Non, la fonction de Rico, elle est dans un contexte par rapport à un type de données qui sont les données de tuteur. Voilà. Peut-être que vous manipulez d'autres types de données, des offres d'emploi, par exemple, on m'a dit ça, hein, voilà. Bah, je ne sais pas, peut-être que non, c'est pas adapté. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Voilà. Ne faites jamais quelque chose d'automatique dont vous ne mesurez pas la portée.
Très bien. Alors, je continue. Voilà. Attention, il se peut que certains tweets soient vides. Après avoir enlevé tout un tas de choses, il se peut que certains tweets, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Ben, il y en a 163. Ben, ces tweets vides-là, on ne va pas les analyser. Ça ne sert à rien de les analyser. Donc, on les retire. On les retire. Une fois que c'est retiré, du coup, voilà, il faut que je boive un coup, là, 2 secondes. Une fois que c'est retiré, du coup, voilà, il nous reste 29 837 tweets analysés. 2 colonnes, parce qu'on a la polarité d'un côté et on a les tweets de l'autre. Alors, pour faire la modélisation prédictive, comme d'habitude, on va scinder les données en apprentissage test. Donc, très bien. Voilà, j'utilise le train test split de scikit-learn, que vous connaissez bien. Voilà, et je fais un tirage stratifié pour qu'on ait la même répartition des classes dans les deux sous-ensembles de données. Voilà, random stat égale 0 pour que ce soit reproductible. Voilà. Je prends 70% pour l'apprentissage et 30% pour le test. Du coup, pour l'apprentissage, j'ai 20 885 observations et pour le test, j'ai 8 952 observations. Très bien. J'affiche la version de Keras parce que généralement, quand on change de version de Keras, des fois, il nous fait des choses, on ne sait pas très bien. Hein. Donc, c'est pour ça que j'affiche systématiquement la version de Keras. Comme ça, quand vous regardez la documentation en ligne, regardez bien la documentation qui correspond. Bien. Alors, comme d'habitude, on va créer le dictionnaire. Donc, ça ne change pas par rapport à d'habitude. Hein. Voilà, je passe au Tokenizer et il a traité les 20 885 observations. Le dictionnaire est toujours créé sur l'échantillon d'apprentissage. Hein. J'en parle ici longuement. Voilà, le dictionnaire, il est créé sur l'échantillon d'apprentissage. Hein. Jamais sur la totalité. Très bien. Et donc, voilà, j'ai 21 057 termes. OK. Alors, chaque terme a un indice interne. Voilà. Et l'indice interne commence à 1. Donc, par exemple, le terme D à l'indice 1, le terme good à l'indice 2, le terme get à l'indice 3, ainsi de suite. Si je prends les 10 derniers termes, le terme Wolfie, là, à l'indice 21 048, il est là, voilà, il a l'indice 21 049, Dickhead à l'indice 21 057. Très bien. C'est important de bien savoir ça, parce qu'à un moment donné, on va créer des matrices et il faut que les colonnes matchent bien. Donc, la colonne numéro 1 dans notre matrice sera la colonne de D, la colonne numéro 2, c'est la colonne de good, ou bien la ligne numéro 1 dans notre matrice, on verra. Si on a une matrice où les lignes, c'est les termes, et en colonne, c'est les vecteurs qui représentent les termes, voilà, la ligne numéro 1, c'est D, la ligne numéro 2, c'est good, 3, c'est get, ainsi de suite. On a besoin de ça. Bien. Alors, pour pouvoir utiliser la couche embedding, il fallait transformer les documents en une séquence de tokens. Voilà. Très bien. Ça également, je l'ai expliqué longuement ici. Donc, je ne vais pas me revenir là-dessus. J'ai expliqué pourquoi il avait besoin de ça. Tout simplement, regardons. Hein. Voilà. Il me dit, par exemple, donc le texte to séquence, l'idée, c'est qu'il prend chaque document, il récupère le numéro de chaque token et il fait une liste de tokens. Donc, le premier document, il est formé d'un seul token et ces tokens numéro 7293. Le deuxième document est formé de 8 tokens. Il est formé des termes numéro 65, numéro 3935, numéro ainsi de suite. Le troisième document, il est formé de 3 tokens et les 3 tokens sont le numéro 286. Tout ça. Pour bien voir ça, j'affiche. Hein. Donc ici, il y a un seul token dans le premier document, c'est le token nage. Voilà. Dans le deuxième document, là, il y a 8 tokens, c'est Watching, numéro 65, Daft, numéro 3935, Punk, numéro 2780, ainsi de suite. Dans le troisième document, il y a 3 tokens, voilà, on est bien ça, et Kudunt, c'est le numéro 286, le Command, c'est le numéro 535, et Yesterday, comme la chanson des Beatles, hein, le numéro 164. Voilà, très bien. Donc, voilà. Donc, c'est bien la même chose, hein, ça et ça, c'est la même chose. Sauf qu'on utilise une représentation que va pouvoir gérer la couche embedding. Donc, encore une fois, hein, la couche embedding, j'ai expliqué son rôle ici. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On est d'accord. Hein. Si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est que la couche embedding, regardez de manière attentive cette vidéo aussi. Je continue. Alors, le problème de cette représentation-là, c'est qu'ils sont de longueur variable. Et les matrices, on n'aime pas trop ça, les longueurs variables. On aimerait avoir un nombre de lignes, un nombre de colonnes. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je récupère la longueur maximum des documents. Voilà, c'est ce qui se passe là. Donc, le document le plus long dans l'échantillon d'apprentissage est composé de 20 tokens. Voilà ce qui se passe.
Et ben du coup, je vais ici transformer cette représentation sous forme de séquence en une matrice. Et si c'est trop court, je remplis de 0. Comme je ne sais pas la longueur maximale des documents sur l'échantillon test et je n'ai pas à le savoir, je vais prendre une petite marge. Donc, je récupère 20, voilà, et je rajoute 5 pour être sûr que s'il y a un document plus long dans l'échantillon test ou lors du déploiement, il va prendre les 25. S'il y en a en plus, en trop, bah, il va les tronquer. Voilà ce qui se passe. Voilà l'idée du pas de séquence ici. L'idée du pas de séquence, c'est qu'il prend le texte séquence, qui est une liste de valeurs, une liste de valeurs, un token, de numéros de token, en une matrice de numéros de token. Le mieux, c'est de l'afficher, hein, de discuter. Regardez. Et voilà. Là, vous avez le premier document qui est là. Il est composé d'un seul token. Il est là et tout le reste est rempli par 0. Voilà. Le deuxième document, il y avait 8 tokens. Voilà. Et tout le reste, là, jusqu'à 25, parce qu'on s'est rajouté une marge de 5. Hein. Il y avait 20 tokens dans le document le plus long. Je rajoute une marge de 5 pour pouvoir gérer. Peut-être que dans l'échantillon test, il y a des documents plus longs. Ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe ici. Hein. C'est bien la séquence. Voilà, que je passe en paramètres. Ensuite, le max length, c'est le max length et token plus une marge de length de 5 pour avoir 25. Et si on a des documents qui sont plus longs que 25, il va les tronquer le reste. C'est le rôle du padding post. Voilà. Et on voit ici. Bon, là, il y en a qui débordent, donc il remplit avec des zéros. Mais encore une fois, s'il y en a des documents qui ont plus de 25 tokens, il va les tronquer. Voilà ce qui se passe. Bien. Ce qui est nouveau alors maintenant, c'est qu'on va travailler avec une représentation pré-entraînée, récupérée de Glove. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là. Hein, voilà. Donc, j'ai récupéré le zip, je l'ai désarchivé, on a différents fichiers ici. Quand j'ai vu la tête du fichier, j'ai eu peur. Hein, voilà. Donc, j'ai récupéré la plus simple en réalité. J'ai pris la plus simple. Voilà. C'est un exercice de style que je fais là. Hein. Vous, il faut voir ce que vous voulez manipuler, sachant que il peut y avoir des problèmes de performance. Hein. Voilà. Alors, je le rouvre de nouveau. Qu'est-ce qu'on passe? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le token et sa représentation pré-entraînée de Glove. Voilà. Donc, nous, on va ouvrir un fichier, voilà, et on va récupérer cette structure-là. Et en fait, on va le mettre dans un dictionnaire dans un premier temps. On va le mettre dans un dictionnaire dans un premier temps où le terme va servir de clé et on a le vecteur à l'intérieur pour valeur. Voilà ce qu'on va faire. C'est ce que je fais ici. Regardez, hein, voilà. Donc, je crée un dictionnaire vide. Oui, je vais pas, il n'est pas rempli encore. Ensuite, je vais ouvrir le fichier en lecture seule. Voilà, en lecture. Et j'utilise l'encoding UTF-8. C'est important de le mettre. Sinon, il y a des caractères qu'il ne comprend pas. Hein, voilà. Ensuite, je vais lire par ligne et je vais décomposer. Je split d'abord pour récupérer le terme et les coefficients d'un côté. Voilà. Je split d'abord pour prendre ça d'un côté, que je mets dans la variable word. Et les coef, là, on va les mettre dans une deuxième structure. Coef, c'est ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Les coef, je les mets dans un vecteur NumPy. Voilà, avec des flottants. Pour qu'il le parse correctement, je dis que le séparateur de chaque valeur est un espace. Regardez bien, hein, séparateur de chaque valeur, là, c'est bien l'espace. C'est un petit point rouge parce que j'ai fait afficher dans Notepad++ les caractères qui sont invisibles habituellement. Et là, ça veut dire que c'est un espace. Là, c'est un espace. Là, c'est un espace. Hein, c'est pour ça qu'on a bien ça. Hein, voilà. Ensuite, je remplis le dictionnaire où chaque clé, c'est le terme qui a été lu et les valeurs correspondantes, c'est les coefficients au format vecteur NumPy. Une fois que c'est fini ça, je close le fichier et j'affiche le nombre de termes qui a été lu dans la représentation pré-entraînée. Alors, on le connaît en fait, hein, je viens ici, il y en a 400 000. Voilà, on va voir ça. Je ferme et je lance. Paf. Ça prend un petit peu de temps, hein, mais bon, en 50 dimensions, c'est plus rapide que s'il y en avait plus. Mais bon, ça prend parce qu'il y en a 400 000 à lire, hein, quand même. Voilà, c'est relativement rapide. Donc là, j'affiche, paf, il m'a dit, j'ai trouvé 400 000 termes. Voilà. Alors, si on prend les 3 premiers termes, par exemple, regardez, le vœu qu'on avait vu, hein, voilà ses coordonnées, la virgule a un système de coordonnées, le point a un système de coordonnées, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est bien ce qu'on avait ici. Hein. Vœu à ses coordonnées, virgule à ses coordonnées, point. Si j'affiche le quatrième, on a off, ainsi de suite. Hein. Je recommence ça ici.
Voilà, si au lieu de mettre 3, je mets les 4 premiers termes. Alors, on va changer ça. On aura aussi les coordonnées de tout. C'est off plutôt. Voilà, c'est coordonnées, ainsi de suite. Très bien. Alors, si je récupère, par exemple, les coordonnées de good. Voilà. Si je récupère les coordonnées de nice. Voilà, très bien. Est-ce qu'ils ont un cosinus élevé? Est-ce que ça veut dire que ces deux termes-là apparaissent souvent dans les mêmes documents, dans le même voisinage dans les documents? Et oui. Donc là, j'utilise de SciPy. Alors, SciPy, en fait, ce qu'il vous donne, c'est la distance cosinus. Donc, pour obtenir la similarité cosinus, j'ai fait 1 moins la distance cosinus. Voilà la formule cabalistique, là. Et on a une similarité très élevée. Donc, dans les documents, quand le terme good apparaît, dans son voisinage immédiat, et le terme nice qui apparaît également, dans les mêmes documents. Voilà ce qui se passe. Et donc, c'est ça qu'on va exploiter. C'est ça qu'on va exploiter. D'accord là-dessus. Alors, je pourrais faire plus de choses. J'ai montré des exemples ici. Dans mon exemple qui est là, je montre la représentation où on regarde ce qui se passe pour McEnroe, des choses comme ça, ainsi de suite. Très bien. Alors, du coup, maintenant, donc, il faut que je crée un réseau de neurones, c'est ce que je vais faire, mais il faut que la première couche de mon réseau de neurones soit la couche embedding, c'est-à-dire la représentation vectorielle des termes. Voilà. Sauf que moi, mes termes, j'en ai 21 057. Donc, si dans la représentation préentraînée, il y a des termes qui existent, mais qui ne sont pas dans mon dictionnaire de mon échantillon sur lequel je travaille, sur le corpus sur lequel je travaille, j'en ai pas besoin. Voilà. Et en revanche, s'il y a des termes dans mon corpus qui ne sont pas disponibles dans la représentation préentraînée, il faut que je dise qu'elle n'existe pas et que je remplisse la ligne de 0. Voilà ce qu'on doit faire. C'est ce que je fais ici. Donc, num tokens, c'est dicosize plus 1. J'avais expliqué ça dans la vidéo précédente, c'est que les termes sont numérotés à 1 jusqu'à 21,57 pour qu'ils soient pris dans une matrice, sachant que les matrices NumPy sont à base 0, il faut que je rajoute une colonne supplémentaire. Voilà, comme ça, la colonne 0, il n'y aura rien. Voilà. Mais sinon, les dimensions ne matchent pas. Essayez de faire. Ne mettez pas plus 1 et lancez, ça va planter. Parce que du coup, les tailles des matrices, il ne comprend pas en fait. Voilà. Ensuite, la dimensionnalité est 50. Pourquoi? Parce que j'ai chargé ce dictionnaire-là. J'ai chargé ce dictionnaire-là de la représentation préentraînée. 50 dimensions. Si j'avais récupéré la 100 dimensions, j'aurais mis 100 ici. On est d'accord là-dessus. Voilà, c'est ça. Très bien. Ensuite, je vais faire deux compteurs it qui me comptent les nombres de documents, le nombre de termes qui sont dans mon corpus et qu'on a retrouvé dans la représentation préentraînée. Et miss, c'est la liste des termes, voilà, qui sont dans mon corpus et qui ne sont pas disponibles dans la représentation préentraînée. Donc, it, c'est ceux qui sont trouvés dans la représentation préentraînée, et miss, c'est la liste des termes, parce qu'on va essayer de voir quels sont ces termes-là. Voilà. Très bien. Alors, donc, je crée une matrice de 0 où le nombre de lignes, c'est le dictionnaire du corpus d'apprentissage plus 1, parce que la ligne 0, il n'y aura rien, et la dimensionnalité, c'est 50. Et ensuite, je vais chercher dans la représentation que j'ai chargée ici, là, dans ce que j'ai chargé ici, là, voilà, je vais chercher chaque terme, voilà, et je remplis la ligne correspondance dans la matrice embedding matrix. Voilà ce que je suis en train de faire. Je récupère chaque terme, voilà, je regarde son numéro, voilà, et avec ce numéro, je vais dans embedding matrix et je vais remplir la ligne correspondante avec la représentation préentraînée du terme correspondant qu'on a obtenu ici. Voilà. Bien sûr, s'il ne la trouve pas, il ne la remplit pas. Du coup, dans la ligne, on aura une ligne de 0. Voilà ce qui se passe. C'est ce que je fais le code. Ça, c'est ce que j'ai trouvé ici. Ah, mais c'est vraiment... Alors, après coup, c'est toujours facile. Après coup, c'est toujours facile. Voilà. Mais les gars, ils sont pas tendres avec leurs lecteurs. Mais bon, oui, effectivement, je comprends. Je comprends. Après coup, on comprend très bien. Il suffit de se plancher un peu dedans, de lire ligne à ligne le code, et voilà, on le voit, les idées. Mais surtout que lui, il est dans un cadre particulier. Il a fait plus 2 parce qu'il est parti sur une autre représentation, lui. Nous, on est dans une autre représentation, c'est qu'on utilise les pas de séquence. Donc, moi, c'est le plus 1 que je dois utiliser ici. Waouh, bon, ok, pourquoi pas. Très bien. Et donc, s'il le trouve, je remplis la ligne. S'il le trouve pas, je récupère le mot et non reconnu.
dans la liste Mrs. Voilà. Donc, je lance. C'est rapide. C'est pas mal Python quand même. Hein. Très bien. Et il me dit, il y a sur les 21 058 que j'avais dans mon terme, que j'avais dans mon corpus d'apprentissage, il y en a 3 387 qui ont été trouvés dans la représentation préentraînée, parmi les 400 000 termes dans la représentation préentraînée. Et il y a le complémentaire, 7 670 qui n'ont pas été trouvés. Ouh, attention, hein, ça veut dire que dans notre matrice embedding, là, il y a 7 670 lignes où c'est rempli de zéro. Bah, ça fait une perte d'information, ça. Ça fait une perte d'information. C'est-à-dire que ces termes-là ne seront jamais utilisés par la suite pour faire la prédiction. Ça, c'est un problème d'utilisation des représentations préentraînées. Ça, c'est un problème possible, ça. Mais en tout cas, il y a une perte d'information là. Il y a des termes qui sont présents dans les corpus que nous n'allons pas exploiter parce qu'ils ne sont pas présents dans la représentation préentraînée. Donc, faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. C'est une perte d'information. C'est très joli d'utiliser des représentations préentraînées, mais attention, si vos termes de votre corpus ne sont pas dans cette représentation préentraînée, c'est une perte d'information. Elles ne sont jamais exploitées. Attention. Je ne dis pas que ce n'est pas bien les représentations préentraînées. Je n'ai jamais dit ça. Tout simplement, je dis attention. Quand on fait quelque chose, voilà les conséquences de ce qu'on fait. Et il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Très bien. Alors, quand même, je me suis dit, mais quels sont ces termes qui ne sont pas reconnus? Parce que Glove, c'est quand même pas mal. Donc, il y a quand même... Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai affiché les 20 premières. Et, par exemple, ha, 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 il n'y est pas. Ah bon? Il y a, je ne sais pas, mais ha, 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 il n'y est pas. Il n'y a pas everyone. Je me suis dit, quand même, c'est étrange. Qu'est-ce que j'ai fait alors? J'ai réouvert la représentation préentraînée et j'ai fait une recherche. Alors, première recherche, je vais chercher ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Voilà, je vais boucler sur l'ensemble du dictionnaire de la représentation préentraînée et le mot entier uniquement. Tac, il est en train de chercher là, voilà, et il me dit ah, ha, ha, n'y est pas. D'accord, bah oui, c'est ce qu'il me dit Python, mais j'aimerais vérifier quand même. À chaque fois que vous faites quelque chose, vérifiez de deux manières. Première vérification, deuxième vérification et croisée. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Très étonnant, everyone's, il ne l'a pas trouvé. Vous avez vu, parmi les termes non trouvés, il n'y a pas everyone's. C'est très étonnant ça. Donc je mets everyone's, trouve-moi everyone's, paf. Et oui, il n'y est pas. Vous avez vu, everyone's not trouvé, enfin n'a pas été trouvé. Je me suis dit, tiens, et everyone alors, il y est ou il n'y est pas? Je refais rechercher, everyone, il l'a trouvé. Là, pour le coup, la lématisation, elle n'a pas été très terrible. Vous avez vu, on a fait de la lématisation dans notre processus de nettoyage. Voilà. Et généralement, on avait vu dans les exemples précédents qu'il supprimait les pluriels. Voilà. Là, il ne l'a pas fait. Là, il ne l'a pas fait. Pour everyone, en tout cas. Bon, très bien. Pourquoi pas. Mais bon, il faut savoir ce qui se passe. Rappelez-vous, on avait appliqué la lématisation ici. Quand on avait préparé le document, je remonte rapidement, ça c'est un truc, on s'embrouille ça. Mais voilà, rappelez-vous, on avait appliqué de la lématisation. Voilà, mais non, mais lui, everyone, en tout cas, il ne l'a pas géré. Bon, très bien, pourquoi pas, mais il faut le savoir. Bon, notre matrice, du coup, il a rempli de zéro, il y a plein de lignes où c'est zéro, mais on va l'utiliser comme première couche de notre réseau de neurones. Donc, cette histoire de embedding, là, je l'ai expliqué longuement ici. Donc, c'est pour ça que je m'autorise à aller vite dans cette vidéo aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crée l'embedding layer. Le input dim, voilà, c'est le dictionnaire plus 1, voilà, parce que pour avoir la bonne marge. Ensuite, ici, l'output dim, voilà, c'est la 50 dimensionnalité. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré une représentation donc vectorielle des termes à 50 termes, à 50 dimensions. 50 dimensions, voilà. Et dans le pas de séquence, là, la longueur maximale des documents, on avait fixé à 25. Au-delà de 25, on ne prend plus en compte, mais on a des matrices de taille maintenant fixes, et non pas une matrice avec les lignes sont de longueur variable, ce qui n'est pas une matrice en fait. Voilà. Et je lui dis, tu vas initialiser la couche embedding avec la matrice embedding que j'ai créée là. Voilà. Ça, c'est un premier élément important. Ça, c'est un premier élément important. C'est que donc, la couche embedding que je suis en train de construire, je vais l'initialiser avec, voilà, ici la matrice embedding que j'ai récupérée de la représentation préentraînée. Cette partie du code-là. Vous avez vu, avec les zéros des termes non reconnus. Voilà. Ça, c'est un premier élément important.
Le deuxième élément important également, voilà, c'est que je lui dis, cette couche embedding-là, elle est fixe. Elle ne rentre pas dans le processus d'apprentissage. Donc, le traînable égale à false, c'est très important. Donc, il y a deux choses qui sont très importantes ici. Hein, voilà. Voilà. C'est que j'initialise. Voilà. J'initialise. Donc, ici, la matrice, donc la couche embedding, avec la matrice embedding que j'ai construite précédemment, avec la représentation préentraînée. Ça, c'est un premier élément important. Et le deuxième élément important, c'est que j'ai dit que cette couche embedding de mon réseau de neurones, là, il ne doit pas rentrer dans le processus d'apprentissage. Elle est fixée. Elle est fixée. Très bien. Je crée la couche embedding. Et maintenant, je peux construire mon perceptron multicouche. Je peux construire mon perceptron multicouche. Donc, c'est un modèle séquentiel. Voilà, c'est un réseau orienté. La première couche, c'est la couche embedding, voilà, que je viens de construire ici, qui n'est pas traînable, voilà, et qui est initialisée donc avec la matrice que j'ai construite via la représentation préentraînée de Glove. Voilà. Ensuite, je flatten pour linéariser et je fais la connexion vers la couche de sortie directement. Voilà, je vais au plus simple ici. Hein. Très bien. Alors, je lance ça et voilà la représentation. Donc, 25 parce que j'ai fixé la longueur maximale des documents à 25, 50 parce que la dimensionnalité des représentations des termes est de 50, et les poids ici, c'est les poids qui sont de la représentation des termes. On avait calculé ça, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais lancer la calculatrice 2 secondes. C'est le 21 058. On avait rajouté 1 multiplié par 50. Ça fait bien 1 052 900 000. On est bien d'accord là-dessus. Sauf qu'en réalité, il ne va pas les apprendre. Il ne va pas les apprendre, ces poids ici, parce que ces poids synaptiques sont déjà donnés. Voilà ce qui se passe. Donc, il le montre bien que ça fait partie des paramètres, mais ça ne rentre pas dans l'entraînement du modèle. Ensuite, je linéarise 25 fois 50, ça fait 1250. Et la connexion vers la couche de sortie, qui est binaire, polarité positive ou négative, il y a 1251, parce qu'il faut prendre en compte le biais, hein, enfin l'intercept. Bien, il ne reste plus qu'à l'envoyer. Boum. Très bien, donc il fait l'apprentissage ici, voilà. Et sur l'échantillon de validation, donc regardez, hein, voilà, donc ici, c'est la représentation de données d'apprentissage. Là, c'est la polarité. J'ai fait 10 époches parce qu'on a besoin de carte plus. Et je prends 20% des données d'apprentissage pour utiliser comme validation, comme échantillon de validation. Hein. Donc, l'échantillon d'apprentissage, là, les 28 000 et quelques qu'on avait vu tout à l'heure, hein, il est où, là, la traîne de l'apprentissage? C'est au-dessus, c'est au-dessus. J'ai préparé, on l'avait fait quelque part, voilà, les 20 850. Donc, 85 a été scindé en deux. Donc, 80% pour l'entraînement, le calcul des poids synaptiques, et 20% pour avoir un suivi des performances du modèle. Très bien. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, j'affiche l'historique. Voilà. Et voilà, on a ça. Très bien. Bon, là, par rapport aux différentes vidéos qu'on avait, les deux précédentes, là, les performances sont moins bonnes, hein, largement moins bonnes. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être, première raison déjà, parce que 50 dimensions, peut-être que c'est insuffisant en réalité. Peut-être qu'il en faut plus, hein, pour capter mieux l'information. J'ai essayé 100 dimensions. Bon, le temps est plus long, mais je ne fais pas de vidéo, donc je pouvais me permettre. Et effectivement, ça améliore la performance ici. Voilà. L'autre point important également qui peut poser problème, c'est que il y a des termes qui sont non recensés dans la représentation préentraînée. Et donc, ça occasionne une perte d'information. Donc, ça peut être préjudiciable aux performances. Ça également, il faut en tenir compte. Très bien. Mais bon, moi, tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce mécanisme-là et la possibilité d'utiliser des représentations préentraînées. Quand même, hein, si je reviens 2 secondes, je fais beaucoup de retours en arrière, là, mais ça permet de connecter ce que nous sommes en train de faire. Dans cette vidéo-ci, attends, elle est où là, la vidéo là? Dans cette vidéo-ci, je récupère la représentation préentraînée, voilà, et j'utilise pour encoder. Tout simplement. Voilà. Et après, je lance le processus d'apprentissage. Donc, il n'entre pas dans le processus d'apprentissage ici. Là, ici, en utilisant les moyennes que j'avais utilisées. Là, cette fois-ci, cette représentation-là, elle est devenue une première couche de mon réseau de neurones. Voilà ce qui se passe ici.
Donc, c'est notre manière de voir les choses. C'est notre manière de voir les choses. Je ne dis pas qu'il y a une qui est meilleure que l'autre, mais en tous les cas, c'est notre manière de voir les choses. Voilà ce qui est intéressant. Donc, regardez bien. Ce qui serait intéressant, c'est que vous mettez en parallèle les deux tutoriels et regardez le code, regardez à quel moment il y a une différenciation et quelles conséquences ça a par la suite. Bien. Alors, je me suis dit, j'avais dit que on a les coordonnées, là, en fait, les coordonnées des termes dans l'espace en 50 dimensions. Voilà. Et on peut récupérer les poids de notre réseau de neurones. Donc, j'ai récupéré les poids du réseau de neurones, la première couche. Voilà. Donc, effectivement, il y a 21 058 termes, 57 plus la ligne vide, voilà, et dimension 50. Donc, j'ai récupéré les poids de la première couche, qui est la couche embedding. Et, par exemple, j'affiche les poids synaptiques du terme good, qui est en connexion avec le terme good. Voilà les poids. Et j'affiche la représentation préentraînée du terme good. Normalement, on doit avoir les mêmes valeurs, puisqu'on a dit que la couche n'est pas traînable. Ça veut dire qu'elle n'est pas entraînée. Ça veut dire que les poids sont fixes. Si on n'a pas les mêmes valeurs, là et là, ça veut dire que c'est un mensonge que je viens de dire. Alors, regardons. Eh bien oui, on a exactement les mêmes valeurs. Donc, le coup d'avoir fait le embeddings et de dire notre traînable, là, il a bien respecté. Ça fait partie des poids de notre réseau de neurones, poids synaptiques. En revanche, il n'y touche jamais. Il l'utilise pour le reste du réseau, mais quand il fait la rétropropagation du gradient, elle n'est pas modifiée. Voilà ce qui se passe. Bien, alors, on évalue sur l'échantillon test, on prend l'échantillon test, on met sous forme de séquence, ensuite on fait pas de séquence pour qu'il ait de taille fixe, la matrice, là, voilà, très bien, donc voilà, et j'évalue et on a 65%. Donc, si on prend un tweet au hasard et qu'on utilise ce dispositif-là, on a 65% de chance de le classer correctement. Bon, très bien. OK, voilà ce qui se passe. Mais bon, c'est moins bon que les deux précédentes vidéos. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre comment fonctionne la couche embedding et comment on peut utiliser une représentation pré-entraînée dans la couche embedding. C'était ça le but de la manœuvre. C'était ça le but de la manœuvre. Après, que les performances soient moins bonnes que les deux précédentes vidéos, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Ça peut être dimensionnalité, ça peut être d'autres éléments qu'on pourrait utiliser. Ou bien, ça veut dire que cette approche n'est pas bonne sur notre fichier de données aussi. Voilà, qu'un bag of words classique, finalement, c'est pas si mal que ça parfois. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. On est bien d'accord là-dessus. Alors bon, je fais comment on déploie sur un nouvel tweet, donc Beatles, Beatles, B-A. Mon Dieu, Beatles, très bien. On prend une des chansons célèbres des Beatles, donc c'est All You Need Is Love, voilà, très bien. Admettons que c'est un tweet, très bien. Je la représente, je la nettoie, donc il ne reste plus que Need et Love dans l'histoire, mais bon, c'est parlant quand même. Voilà, je la transforme sous forme de séquence, les deux termes ont été reconnus, voilà, très bien. Je la mets sous forme de path séquence, voilà, et je fais la prédiction. Je fais le predict ici, je fais la prédiction ou le predict, voilà, et il me dit qu'un tweet où il y a écrit donc All You Need Is Love a 65% de chance d'être un tweet à polarité positive. Ce qui n'est pas trop étonnant non plus. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de regarder ça déjà, de le mettre en parallèle, parce que là, j'ai récupéré également une représentation pré-entraînée, mais j'ai utilisé de manière très basique. Ensuite, de regarder ce que j'ai fait sous Keras sur le même jet de données, où on utilise ici une matrice documentaire très simple. Ensuite, on a vu qu'on peut utiliser aussi une représentation de word embedding avec une couche embedding dans Keras. Et ce que je viens de faire aujourd'hui, là, c'est comment exploiter une représentation pré-entraînée dans cette couche embedding. Voilà. C'est vraiment, il y a une forme de progression là, et c'est intéressant de mettre ça en parallèle pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces différentes solutions. Excellent travail à tous.